Et si la plus grande découverte de notre système solaire restait encore à faire? Comment une planète géante pourrait-elle se cacher dans l'obscurité glacée, bien au-delà de Neptune? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons aux frontières de notre système solaire, là où le Soleil n'est plus qu'un lointain éclat dans l'immensité sombre. Dans ces contrées glacées et énigmatiques, les astronomes scrutent l'invisible à la recherche de la mystérieuse planète X. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Le système solaire classique, tel que nous le connaissons, est composé de 8 planètes principales qui gravitent autour de notre étoile, le Soleil. Chacune de ces planètes possède des caractéristiques uniques qui font d'elles des mondes fascinants, allant des planètes rocheuses proches du Soleil aux géantes gazeuses éloignées. Commençons par les 4 planètes telluriques les plus proches du Soleil: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes sont caractérisées par une surface solide et rocheuse et des atmosphères relativement fines, sauf pour Vénus, qui possède une atmosphère extrêmement dense. La Terre, bien sûr, est la seule planète connue pour abriter la vie, et Mars, souvent appelée la planète rouge, continue de captiver l'attention avec ses traces d'eau et d'anciennes conditions habitables. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, nous entrons dans la région des géantes gazeuses avec Jupiter et Saturne. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est une boule massive de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, et possède une série impressionnante de lunes, dont certaines, comme Europe, pourraient potentiellement abriter des océans sous leur surface glacée. Saturne, avec ses célèbres anneaux, est tout aussi impressionnante et continue d'être étudiée pour comprendre la formation des systèmes planétaires. Enfin, nous avons les géantes de glace, Uranus et Neptune, situées aux confins du système solaire. Uranus est unique par son axe de rotation incliné, tandis que Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, est connue pour ses vents violents et ses tempêtes massives. Neptune marque la limite du système solaire classique, au-delà duquel commence un territoire encore largement inexploré. Juste après Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une région peuplée de corps glacés, d'astéroïdes et de planètes naines comme Pluton. Bien que Pluton ait été déclassée en tant que planète en 2006, elle reste un objet de grande importance scientifique. Cette région recèle probablement des milliers d'objets similaires, des vestiges des premiers stades de la formation du système solaire. La ceinture de Kuiper représente ainsi une zone frontière, où les limites de notre compréhension se dissipent, laissant place à des mystères encore plus grands, comme l'hypothétique planète 9, aussi appelée planète X, qui pourrait se cacher au-delà de Neptune. La découverte de Neptune en 1846 marque une étape essentielle dans l'histoire de l'astronomie et a joué un rôle clé dans la manière dont nous cherchons aujourd'hui des corps célestes inconnus, comme la planète 9. Cette découverte a été particulièrement remarquable, car elle ne fut pas le fruit d'une observation directe, mais d'une série de calculs mathématiques basés sur les lois de la gravitation. Pendant des millénaires, les seules planètes connues des humains étaient celles visibles à l'œil nu ou à travers de simples télescopes: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces mondes lumineux, facilement repérables dans le ciel, constituaient tout notre univers planétaire. Mais en 1781, l'astronome Sir William Herschel bouleversa cette vision en découvrant la 7e planète du système solaire, d'une couleur bleu glacé.
Au départ, on croyait qu'il s'agissait d'une étoile, tant elle brillait faiblement dans le ciel. Mais après des observations plus approfondies, on réalisa qu'il s'agissait bien d'une planète, située à une distance extraordinaire de plus de 19 fois celle qui sépare la Terre du Soleil. Cette planète fut nommée Uranus, et son éloignement est tel qu'elle met 84 ans pour accomplir une seule orbite autour de notre étoile. Herschel n'a pas seulement découvert Uranus, il a aussi révélé de nombreuses autres merveilles célestes, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Mais l'aventure ne s'arrêtait pas là. Rapidement, au milieu du 19e siècle, les astronomes remarquèrent quelque chose de troublant. L'orbite d'Uranus ne semblait pas tout à fait correcte. Une force mystérieuse semblait la perturber, tirant imperceptiblement sur la planète. Les scientifiques en conclurent qu'il devait y avoir un autre corps massif dans cette région éloignée du système solaire. Ils se sont donc tournés vers les mathématiques pour résoudre ce mystère. Deux astronomes, John Couch Adams et Urbain Le Verrier, travaillant indépendamment l'un de l'autre, ont entrepris de résoudre cette énigme à travers des calculs mathématiques complexes. Le Verrier, en particulier, a analysé les perturbations observées dans l'orbite d'Uranus et a utilisé les équations gravitationnelles de Newton pour prédire l'emplacement possible d'une planète massive inconnue. En 1846, sur la base des calculs de Le Verrier, l'astronome allemand Johann Galle a pointé son télescope vers la zone indiquée et a découvert Neptune, à seulement 1 degré de l'emplacement prédit, une planète si lointaine et si faiblement éclairée par le Soleil qu'elle était invisible à l'œil nu. Cette découverte révolutionnaire a changé la perception des astronomes sur la façon de découvrir de nouveaux corps célestes. Elle a prouvé que des objets invisibles à l'œil nu pouvaient être détectés grâce à leur effet gravitationnel sur d'autres corps connus. Si nous avions pu découvrir Uranus et Neptune en utilisant uniquement les mathématiques et les télescopes, combien d'autres mondes cachés attendaient encore d'être découverts, tapis dans l'obscurité lointaine de notre système solaire? Au cours du 19e siècle, la découverte de Neptune, grâce à des calculs gravitationnels, marqua donc un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Toutefois, à peine avait-on identifié cette nouvelle planète que des astronomes commencèrent à se poser de nouvelles questions. Les perturbations observées dans l'orbite d'Uranus n'étaient pas entièrement résolues par la présence de Neptune, laissant supposer que quelque chose d'encore plus massif influençait ces trajectoires mystérieuses. Cette idée donna naissance à la théorie d'une planète encore inconnue, située au-delà de Neptune, que l'on surnomma Planète X. Cette conclusion a été confirmée après le passage de Voyager 2 près de Neptune en 1989. Cette sonde spatiale a établi que ce qui était considéré comme une influence sur l'orbite d'Uranus provenait en réalité d'une évaluation erronée de la masse de Neptune. Les tentatives de découvrir des planètes au-delà de Neptune remontent à bien avant la découverte de Pluton, et elles reposaient souvent sur des observations indirectes, comme les perturbations dans les orbites d'autres objets. En 1880, un astronome nommé George Forbes a émis l'hypothèse de l'existence de deux planètes transneptuniennes. Il pensait que l'une d'elles serait située à 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire environ 15 milliards de kilomètres, tandis que l'autre serait à 300 fois cette distance. Selon Forbes, ces planètes seraient responsables de l'alignement des orbites de certaines comètes,
un peu comme la manière dont les comètes qui passent près de Jupiter ont tendance à regrouper leurs orbites autour de la planète. Cette idée ressemble beaucoup aux théories modernes sur la planète 9, qui expliquent que les orbites de certains objets lointains sont influencées par une grande planète encore non détectée. L'un des premiers à se pencher sérieusement sur cette hypothèse fut l'astronome américain Percival Lowell au début du XXe siècle. Lowell, fasciné par l'idée d'un système solaire inexploré, entreprit des recherches approfondies pour trouver cette planète hypothétique. En 1894, il fonda l'observatoire de Flagstaff en Arizona, spécialement dédié à cette quête. Pendant des années, Lowell et son équipe scrutèrent les cieux, espérant détecter la trace de cet objet massif. Ils pensaient qu'une planète géante située bien au-delà de Neptune pourrait expliquer les anomalies gravitationnelles observées. Dans sa quête pour localiser cet objet mystérieux, Lowell commence systématiquement ses recherches en 1906. Après avoir effectué de longs et complexes calculs astronomiques, Lowell parvient à prédire l'orbite et la position potentielle d'un corps céleste hypothétique qu'il désigne comme la planète X. Ce nom, planète X, avait déjà été utilisé par le mathématicien français Gabriel Dallet, qui avait également évoqué l'existence d'une planète transneptunienne, en raison des perturbations observées dans le mouvement d'Uranus et de Neptune. Malgré ses efforts et un certain enthousiasme autour de la planète X, les résultats concrets se font attendre et Lowell n'eut jamais l'occasion de voir ses hypothèses confirmées de son vivant. Ces recherches aboutirent à un véritable mystère qui ne serait partiellement résolu qu'après sa mort. En 1930, l'astronome Clyde Tombaugh découvrit Pluton à l'observatoire de Flagstaff, exactement dans la zone où Lowell avait prédit la présence de la planète X. Pendant plusieurs décennies, Pluton fut reconnu comme la 9e planète du système solaire. Sa petite taille et son orbite excentrique n'étaient pas encore bien comprises, mais l'enthousiasme scientifique autour de cette nouvelle planète masquait ses anomalies. Cependant, au fil des décennies, des études plus approfondies révélèrent que Pluton était bien plus petite que prévu. Avec un diamètre d'environ 2400 km, elle n'était même pas plus grande que certaines lunes de Jupiter ou Saturne. En plus, les observations et les calculs gravitationnels montrèrent que Pluton était bien trop petite pour expliquer les anomalies gravitationnelles détectées sur Uranus et Neptune. En d'autres termes, elle ne pouvait pas être l'imposante planète X que Lowell avait imaginée. Le statut de Pluton fut encore davantage remis en question au début du XXIe siècle, à mesure que les astronomes découvraient de nouveaux objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située au-delà de Neptune et peuplée de petits corps glacés. En 2005, la découverte d'Eris, un objet encore plus massif que Pluton, força la communauté scientifique à revoir la définition de ce qu'est une planète. Face à la multiplication de ces découvertes, l'Union astronomique internationale réévalua en 2006 la classification des planètes. Elle introduisit 3 critères qu'un objet céleste devait remplir pour être considéré comme une planète. Il devait orbiter autour du Soleil, être suffisamment massif pour avoir une forme sphérique et avoir nettoyé son voisinage orbital des autres débris. Pluton ne remplissait pas ce dernier critère, car son orbite croise celle de Neptune et elle partage sa région avec d'autres objets similaires.
Ainsi, Pluton fut rétrogradé au statut de planète naine en 2006, perdant son titre de 9e planète. Cette décision, bien que controversée, a ouvert la voie à une meilleure compréhension de la diversité des objets au-delà de Neptune. Ceci a relancé la quête d'une véritable planète X, qui pourrait se cacher encore plus loin dans les profondeurs inexplorées de notre système solaire. Depuis plusieurs décennies, les astronomes ont observé des anomalies troublantes dans les orbites des objets transneptuniens, ces petits corps glacés situés au-delà de Neptune dans la ceinture de Kuiper. Ces objets, bien que divers dans leur taille et dans leur composition, semblent partager un étrange point commun. Leurs orbites sont souvent excentriques et alignées d'une manière inexplicable. Cette observation a conduit certains scientifiques à émettre l'hypothèse qu'un corps massif, encore non détecté, pourrait exercer une influence gravitationnelle sur eux. L'une des anomalies les plus intrigantes concerne le regroupement des orbites des objets transneptuniens très éloignés, comme Sedna et 2012 VP113, qui possèdent des trajectoires fortement allongées. En théorie, ces objets devraient être distribués de manière plus aléatoire dans l'espace. Pourtant, leur alignement orbital suggère l'existence d'un puissant corps gravitationnel perturbant leur mouvement. En 2016, une découverte théorique surprenante a transformé l'idée de la planète 9, autrefois reléguée à la science-fiction, en une hypothèse scientifique captivante. Deux chercheurs de l'Institut de technologie de Californie, Constantin Battingen et Mike Brown, ont captivé la communauté scientifique avec des preuves solides basées sur des modélisations mathématiques. En étudiant les orbites inhabituelles de plusieurs objets situés dans la ceinture de Kuiper, ils ont mis en lumière l'existence possible d'un corps massif, peut-être une nouvelle planète. Selon leurs calculs, cette planète théorique pourrait résoudre plusieurs mystères non élucidés du système solaire. En plus, sa nature correspondrait parfaitement à un type de planète que l'on observe régulièrement dans d'autres systèmes stellaires à travers la galaxie. Cependant, ce parcours n'a pas été simple. La découverte de Sedna en 2003 a intrigué les scientifiques, car son orbite est très éloignée et ne peut pas être expliquée par l'influence des planètes connues comme Neptune. Avec un point le plus proche du Soleil, ou Périhélie, à 76 unités astronomiques, beaucoup plus loin que l'orbite de Neptune, les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'un corps massif inconnu pourrait être responsable de cette orbite étrange. Plusieurs théories ont été avancées, notamment l'idée qu'une planète encore non détectée, un ancien compagnon du Soleil ou une étoile de passage, aurait pu perturber l'orbite de Sedna. En 2014, la découverte d'un autre objet similaire à Sedna, nommé 2012 VP113, a ravivé ces spéculations. Les deux objets avaient des orbites détachées similaires, ce qui a poussé certains astronomes à émettre l'hypothèse de l'existence d'une planète massive, une super-Terre, située très loin dans le système solaire. Lors d'une conférence en 2012, l'astronome Rodney Gomes a suggéré qu'une planète non détectée, située à environ 1500 unités astronomiques du Soleil, avec une orbite très excentrique et inclinée, pourrait être responsable des orbites de certains objets transneptuniens extrêmes. Cette planète exercerait une influence gravitationnelle, provoquant des oscillations dans les orbites de ces objets. Plus tard, d'autres astronomes comme Chad Trujillo et Scott Shepard ont également observé que 13 objets transneptuniens partageaient des caractéristiques orbitales similaires.
Ils ont proposé qu'une planète inconnue située entre 200 et 300 unités astronomiques puisse être responsable. Certains chercheurs ont même suggéré qu'il pourrait y avoir 2 planètes massives en résonance orbitale pour expliquer ces perturbations. Ces hypothèses sont toujours en cours de recherche et d'analyse. Mike Brown, initialement sceptique, a tout de même trouvé cette hypothèse suffisamment intéressante pour la partager avec Batingen. Ensemble, ils ont entamé une collaboration intensive de 18 mois pour étudier ces objets lointains. Leur objectif était de prouver que l'idée d'une planète était farfelue et de réfuter ce qu'ils pensaient être un mythe. Le duo, composé d'un observateur comme Brown et d'un théoricien comme Batingen, apportait des perspectives complémentaires. Brown se basait sur des observations astronomiques concrètes, tandis que Batingen utilisait la physique pour prédire comment le système solaire devait se comporter. Cette approche duale a rapidement conduit à une découverte fascinante. Les 6 objets transneptuniens les plus éloignés, dont Sedna, suivaient tous des orbites elliptiques très allongées. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que ces orbites n'étaient pas disposées de manière aléatoire. Elles semblaient alignées, comme si elles étaient influencées par une force invisible pointant dans la même direction. Un comportement loin d'être typique, qui allait à l'encontre des attentes pour des orbites keplériennes classiques. Les orbites des objets transneptuniens sont censées présenter un point le plus éloigné qui change de position à chaque révolution. Ce qui rend la situation encore plus surprenante, c'est que ces orbites se déplacent à des vitesses différentes, semblables à 6 aiguilles d'une horloge tournant chacune à un rythme distinct. Il serait extrêmement improbable que toutes ces orbites se retrouvent alignées dans une direction similaire. Selon les calculs, un tel alignement pourrait se produire seulement une fois sur 100, ce qui, bien que pas totalement impossible, suscite de sérieuses interrogations. Ce qui a particulièrement étonné les chercheurs, c'est que les orbites des 6 objets transneptuniens sont également inclinées par rapport au plan de l'écliptique, et ce, d'environ 30 degrés. La probabilité d'une telle coïncidence avec des angles d'inclinaison et des orientations si proches est d'environ 1 sur plusieurs centaines de milliers. Cette découverte a suggéré aux chercheurs que ce n'était pas le fruit du hasard, mais qu'une force significative devait influencer les orbites de ces corps lointains. Initialement, Mike Brown et Konstantin Batingen ont envisagé la possibilité que la gravité combinée d'un groupe d'objets dans la ceinture de Kuiper puisse influencer ces orbites. Cependant, cette hypothèse fut vite abandonnée, car elle impliquerait l'existence d'une ceinture de Kuiper environ 100 fois plus massive que ce qu'elle est actuellement. Face à cette impasse, les chercheurs se sont tournés vers une modélisation impliquant une planète hypothétique, supposée interagir gravitationnellement avec les 6 objets transneptuniens. Bien que cette simulation ait montré des résultats proches des observations, elle n'a pas entièrement expliqué toutes les caractéristiques observées. Plus tard, ils ont testé une configuration où une planète plus massive, avec une orbite orientée dans la direction opposée à celle des 6 objets, reproduisait mieux les observations. Cependant, cette configuration soulève un problème de stabilité à long terme. Une telle planète pourrait déstabiliser les orbites des objets glacés ou entrer en collision avec eux.
Pour affiner leur modèle, Mike Brown et Konstantin Batygin ont décidé d'introduire des résonances orbitales. Leur hypothèse était que les 6 objets transneptuniens pourraient avoir des orbites synchronisées avec celles de la planète hypothétique. Par exemple, pour chaque 4 révolutions complètes de la planète, Sedna en ferait exactement 9, illustrant un phénomène similaire aux résonances orbitales observées entre les satellites de Jupiter ou entre Neptune et Pluton, qui préviennent leur collision. Le modèle mathématique développé par les chercheurs a non seulement expliqué les observations existantes, mais a également prédit la direction de l'orbite de cette planète hypothétique, un détail essentiel pour sa découverte future. Malgré tout, Brown et Batygin restaient prudents. Brown se souvient que bien que l'idée leur sembla plausible et prometteuse, elle n'était pas encore prouvée. Pour qu'une hypothèse devienne une théorie solide, elle devait émettre des prédictions testables, confirmées par des observations concrètes. Les chercheurs ont donc scruté leur modèle à la recherche d'une telle prédiction. Ils ont découvert que si cette planète existait réellement, elle devrait influencer des objets dont les orbites seraient inclinées presque perpendiculairement au plan de l'écliptique, c'est-à-dire à environ 90 degrés. Or, aucun objet avec de telles orbites n'avait encore été observé, ce qui était un obstacle pour leur hypothèse. Cependant, ils ont réalisé que leurs observations antérieures reposaient sur un ensemble de données limitées, se concentrant uniquement sur les orbites très allongées et excluant les objets plus petits qui pouvaient croiser l'orbite de Neptune, car on pensait que ces derniers étaient instables. En réévaluant leurs données, ils ont découvert 5 nouveaux corps célestes dont les orbites correspondaient précisément à ce que leur modèle prévoyait. Ces objets étaient situés exactement là où la présence de la planète 9 était attendue. Plus tard, 4 autres objets avec des caractéristiques orbitales similaires à celles de Sedna ont également été découverts, confirmant encore une fois le modèle. Ainsi, ce qui avait commencé comme une hypothèse séduisante se concrétisait de plus en plus, suggérant fortement qu'il pourrait bien y avoir quelque chose de massif caché dans les confins du système solaire. Si elle est découverte, la planète 9 deviendrait la 5e plus grande planète de notre système solaire et serait environ 10 fois plus massive que la Terre, avec un rayon 2 à 4 fois plus grand. Ces chiffres impressionnants la placeraient directement après Neptune en termes de taille, bien que sa masse la classe dans une catégorie unique parmi les planètes connues. En plus, cela la situerait dans une catégorie intermédiaire entre les planètes terrestres et les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Contrairement aux planètes rocheuses comme la Terre ou Mars, la planète 9 serait probablement gazeuse à l'image d'Uranus et Neptune, ses grandes sœurs du système solaire externe. Ces hypothèses sur sa nature gazeuse sont basées sur des similitudes dans la formation des systèmes planétaires, suggérant qu'une planète de cette taille aurait accumulé une grande quantité de gaz lors de sa formation. Selon l'astronome Mike Brown, si elle existe, sa masse serait suffisante pour avoir nettoyé son orbite, c'est-à-dire éjecté ou capturer les grands corps se trouvant à proximité au cours des 4,5 milliards d'années d'existence du système solaire. En plus, sa force gravitationnelle dominerait la région extérieure du système solaire, ce qui, selon la définition actuelle d'une planète, la classerait bien comme une planète. Ainsi, si cette planète est découverte,
elle répondrait à tous les critères pour être officiellement reconnue comme une planète. Quant à son atmosphère et ses conditions superficielles, la planète 9 serait probablement une planète glacée, similaire aux géantes de glace du système solaire comme Uranus et Neptune. Sa composition pourrait inclure des éléments tels que l'hydrogène, l'hélium et des glaces d'eau, d'ammoniac et de méthane. Les températures sur une telle planète seraient extrêmement basses, étant donné son éloignement du Soleil. L'atmosphère serait probablement dense, avec des couches profondes de nuages de glace, et peut-être des tempêtes équivalentes à celles observées sur Neptune et Uranus. Les températures superficielles pourraient chuter à des niveaux très bas, bien en dessous de zéro, avec des conditions qui seraient tout sauf hospitalières pour des formes de vie telles que nous les connaissons. Les vents et les courants atmosphériques pourraient être intenses, et la pression atmosphérique pourrait être élevée en raison de la masse importante de la planète. Les études des objets glacés dans la ceinture de Kuiper, ainsi que des planètes comme Neptune et Uranus, nous aident à formuler ces hypothèses sur les conditions de surface et l'atmosphère de la planète 9. La particularité la plus fascinante de la planète 9 réside dans son orbite supposée. L'hypothèse initiale concernant la planète 9 suggère qu'elle suit une orbite très allongée, c'est-à-dire elliptique, autour du Soleil. Son excentricité, c'est-à-dire à quel point son orbite est étirée, serait comprise entre 0,2 et 0,5. Cela signifie que la planète serait parfois très éloignée du Soleil et à d'autres moments beaucoup plus proche. On estime que la distance moyenne de la planète 9 au Soleil se situe entre 60 et 120 milliards de kilomètres, soit 13 à 26 fois la distance de Neptune. Pour mettre cela en perspective, Neptune, qui est déjà situé à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, semble proche en comparaison. Cette distance ferait de la planète 9 un habitant des confins les plus éloignés du système solaire. Avec une orbite aussi large, il lui faudrait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire un tour complet du Soleil, ce qui signifie que depuis l'apparition des premières civilisations humaines, la planète 9 n'aurait pas encore terminé une seule révolution complète autour de notre étoile. En plus, son orbite serait inclinée de 15 à 25 degrés par rapport au plan dans lequel la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Le point le plus éloigné de l'orbite de la planète 9, appelé Aphélie, se trouverait dans la direction de la constellation du Taureau. En revanche, son point le plus proche du Soleil, ou Périhélie, serait dans les régions des constellations du Serpent, d'Ophiuchus et de la Balance. Une telle orbite suggère une trajectoire extrêmement allongée, ce qui implique que la planète 9 passerait la majorité de son temps loin du Soleil, dans les régions les plus obscures et les plus froides du système solaire. Sa proximité avec le Soleil, lorsqu'elle s'approche, pourrait se produire à une distance extrêmement grande, ce qui aurait un impact sur les objets transneptuniens et la dynamique du système solaire externe. Si cette planète existe, elle dominerait gravitationnellement une région du système solaire bien plus vaste que n'importe quelle autre planète. Son influence pourrait s'étendre sur des centaines de milliards de kilomètres, perturbant les orbites des petits corps glacés qui peuplent les confins du système solaire, comme les objets transneptuniens. Cette domination gravitationnelle, qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune, pourrait expliquer bon nombre des anomalies observées dans les trajectoires de ces objets distants.
Si l'existence de la planète 9 est confirmée, l'envoi d'une sonde pour l'explorer pourrait prendre des décennies, voire des siècles avec les technologies actuelles. Par exemple, même si le télescope spatial James Webb découvrait cette planète et qu'une mission spatiale était immédiatement planifiée, il faudrait au moins 10 ans de préparation avant de pouvoir lancer une sonde, donc pas avant 2034. Si cette sonde atteignait la vitesse record de Voyager 1, soit 17 km par seconde, et que la planète 9 était à son point le plus proche du Soleil, ou périhélie, il lui faudrait environ 57 ans pour parcourir les 30 milliards de kilomètres qui la séparent de la Terre. Cela signifierait que le survol de la planète ne se ferait qu'en 2085. Mais si la planète est à son point le plus éloigné du Soleil ou affaiblie, comme cela pourrait être le cas avec une orbite de 10 000 à 20 000 ans, il faudrait environ 343 ans pour qu'une sonde atteigne sa destination. Cependant, il existe des technologies alternatives qui pourraient accélérer ce processus. Par exemple, des sondes miniatures équipées de voiles solaires comme celles envisagées par le projet Breakthrough Starshot pourraient permettre un survol plus rapide et le retour d'images en bien moins de temps. En plus, des recherches récentes suggèrent que la planète 9 pourrait être plus proche du Soleil qu'on ne le pensait initialement, avec une orbite de 7400 ans et une masse 5 à 6 fois celle de la Terre. Si elle est plus proche, cela la rendrait plus brillante et donc plus facile à détecter. Des cartes du ciel ont même été produites pour indiquer les zones où cette planète pourrait se cacher, facilitant les futures recherches. Dans la recherche de la mystérieuse planète 9, plusieurs hypothèses sur son origine ont été envisagées. L'une des premières théories, proposée par Battingen et Brown, suggère que cette planète se serait formée plus près du Soleil. Cependant, au cours de son évolution, elle aurait été expulsée sur une orbite très éloignée et excentrique, après une rencontre avec Jupiter ou Saturne, à l'époque où le système solaire était encore en pleine formation. La gravité d'une étoile proche ou les résidus gazeux de la nébuleuse solaire auraient ensuite stabilisé cette orbite lointaine. Il est intéressant de noter que si la planète 9 n'avait pas été projetée aussi loin, elle aurait probablement continué à accumuler de la matière et serait devenue une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne. Mais cette expulsion prématurée a stoppé sa croissance, la laissant plus petite qu'Uranus ou Neptune. Une autre théorie repose sur l'idée que la planète 9 aurait pu être capturée dans son orbite actuelle par des forces gravitationnelles. Par exemple, en traversant un disque de Planétésimo qui contient des petits corps solides formés à partir des restes de la nébuleuse solaire. La planète aurait vu sa vitesse et son orbite modifiée. Ce phénomène aurait permis de stabiliser son orbite, la laissant sur une trajectoire similaire à celle qu'on lui attribue aujourd'hui. D'autres scientifiques envisagent la possibilité qu'une étoile passant à proximité du système solaire ait pu perturber l'orbite d'une planète déjà éloignée, transformant son orbite circulaire en une trajectoire plus elliptique, comme celle supposée pour la planète 9. Enfin, certains chercheurs vont encore plus loin, en se demandant si la planète 9 n'aurait pas été capturée depuis un autre système solaire. Si le Soleil avait rencontré une autre étoile avec des planètes autour, il est possible que l'une de ces planètes ait été arrachée à son système d'origine et adoptée par le nôtre.
Ce scénario est peu probable, mais reste envisageable, notamment si le Soleil avait, à un moment donné, un compagnon binaire, c'est-à-dire une étoile jumelle. Ces différentes théories offrent des pistes fascinantes pour comprendre comment une planète aussi éloignée pourrait exister aux confins de notre système solaire. Toutefois, ces hypothèses fascinantes restent théoriques pour le moment. Aucune observation directe de la planète 9 n'a encore été réalisée. Mais les chercheurs qui défendent son existence ne se basent pas uniquement sur de simples conjectures. Leur travail s'appuie sur des modélisations mathématiques avancées et des simulations informatiques qui tiennent compte des anomalies observées dans les orbites des objets transneptuniens. Ces techniques sont des outils puissants dans le domaine de l'astronomie moderne, car elles permettent de faire des prédictions précises à partir de données limitées. La cartographie des zones mortes est un aspect essentiel dans la recherche de la planète 9, permettant aux astronomes de concentrer leurs efforts sur des régions du ciel où sa présence est plus probable. Ces zones sont des régions du ciel où, grâce aux observations accumulées et aux données collectées par les télescopes, il est peu probable que la planète 9 se trouve, permettant ainsi d'éliminer certaines parties de l'espace et de réduire le champ de recherche. La quête pour découvrir la mystérieuse planète 9 a poussé les astronomes à utiliser les instruments les plus sophistiqués à leur disposition. Parmi ces outils, l'un des plus importants est le télescope Subaru, situé au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Ce télescope, qui est l'un des plus grands et des plus puissants au monde, joue un rôle central dans la recherche de cette planète hypothétique. Avec son miroir primaire de 8,2 mètres de diamètre, le télescope Subaru offre une capacité d'observation inégalée pour scruter les régions les plus éloignées du système solaire, où la planète 9 est supposée se cacher. Le télescope Subaru est particulièrement bien équipé pour cette tâche grâce à sa technologie de pointe. Il est capable de capturer des images très détaillées et d'examiner de vastes portions du ciel en une seule fois. C'est essentiel dans la chasse à la planète 9, car il est extrêmement difficile de la repérer directement. Les astronomes doivent chercher des indices subtils, comme des mouvements très faibles d'objets transneptuniens, pour tenter de localiser cette planète cachée. Avec sa capacité à observer de larges zones du ciel, Subaru offre une chance de repérer ces faibles perturbations gravitationnelles qui pourraient trahir la présence de la planète 9. Un autre aspect clé du télescope Subaru est sa capacité à fonctionner dans les longueurs d'onde infrarouges, qui sont essentielles pour détecter des objets éloignés et froids, comme la planète 9. À une distance aussi grande du Soleil, la planète hypothétique ne reflèterait que très peu de lumière visible, rendant sa détection extrêmement difficile à l'œil nu. Cependant, elle émettrait une petite quantité de rayonnement infrarouge, en raison de la chaleur interne qu'elle conserve depuis sa formation. C'est ce rayonnement que les instruments du télescope Subaru sont capables de capter, augmentant ainsi les chances de détection de la planète 9. Le choix de Mauna Kea pour abriter ce télescope n'est pas anodin non plus. Ce site est l'un des meilleurs au monde pour l'observation astronomique en raison de l'altitude, du faible taux d'humidité et de la faible pollution lumineuse. Ces conditions offrent une clarté exceptionnelle pour les observations, ce qui est essentiel pour les recherches de longue durée sur des objets aussi éloignés que la planète 9. Mais le télescope Subaru n'est pas seul dans cette quête.
D'autres instruments, comme le Very Large Telescope ou VLT au Chili et le télescope spatial James Webb, peuvent également être mobilisés pour scruter les cieux à la recherche de cette planète insaisissable. Le télescope spatial James Webb, qui succède à Hubble, possède les compétences techniques nécessaires pour capturer des images d'une planète aussi éloignée, même si ces images se limiteront à quelques pixels. Par ailleurs, la recherche de la planète 9 repose en grande partie sur les technologies modernes de sondage du ciel, qui permettent aux astronomes d'observer des régions éloignées de l'espace avec une précision sans précédent. Ces programmes d'observation utilisent divers types de télescopes, allant des télescopes optiques traditionnels aux instruments sophistiqués fonctionnant dans les longueurs d'onde infrarouges et même radio. L'un des sondages les plus importants dans cette recherche est le Wide Field Infrared Survey Explorer, ou WISE, un télescope spatial de la NASA lancé en 2009. WISE a scanné l'intégralité du ciel dans les longueurs d'onde infrarouges, permettant de détecter des objets qui ne seraient pas visibles dans le spectre de la lumière visible. Cette approche est intéressante, car les objets lointains, comme la planète 9, n'émettent que très peu de lumière visible, mais peuvent être repérés grâce à la faible chaleur qu'ils dégagent sous forme de rayonnement infrarouge. Bien que WISE n'ait pas directement détecté la planète 9, il a contribué à écarter un grand nombre d'emplacements possibles, affûtant ainsi les zones à explorer. Un autre programme clé dans cette cartographie est le Pan-STARRS, ou Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, un ensemble de télescopes à Hawaï conçus pour observer le ciel à haute résolution et sur de grandes surfaces. En effet, Pan-STARRS est particulièrement performant pour détecter les mouvements subtils des objets transneptuniens, ces petits corps célestes qui pourraient indiquer la présence de la planète 9 à travers leurs orbites perturbées. Grâce à ses capacités optiques puissantes, Pan-STARRS peut surveiller régulièrement des zones éloignées du système solaire, offrant des indices précieux pour les chercheurs. Il existe aussi les sondages au sol. Dans ce contexte, le Large Synoptic Survey Telescope, ou LSST, nommé Vera C. Rubin Observatory, est un projet ambitieux prévu pour devenir l'un des outils les plus puissants pour explorer le ciel. Avec un miroir de 8,4 mètres de diamètre et une caméra de 3,2 milliards de pixels, le LSST pourra capturer des images de larges portions du ciel avec une sensibilité inédite. Son objectif est de cartographier l'ensemble du ciel tous les quelques jours, offrant ainsi un suivi dynamique des objets en mouvement, y compris ceux situés aux confins du système solaire. Ces technologies ne se limitent pas aux télescopes optiques et infrarouges. Les observations radio, bien que moins utilisées dans la recherche de la planète 9, peuvent aussi apporter des informations précieuses sur les objets éloignés. En détectant des émissions radio naturelles provenant de certaines interactions électromagnétiques dans l'espace, ces instruments peuvent repérer des objets qui échappent aux autres méthodes de détection. Mais les avancées technologiques impressionnantes dans le domaine de l'astronomie sont insuffisantes et la recherche de la planète 9 demeure extrêmement difficile. Plusieurs facteurs contribuent à la complexité de cette quête, soulignant les limitations actuelles des outils à disposition. Tout d'abord, la planète 9 serait située à une distance énorme du Soleil, probablement entre 400
et 800 unités astronomiques, soit des centaines de milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, la lumière du Soleil qui atteint la planète est extrêmement faible, ce qui la rend presque invisible pour les télescopes optiques traditionnels. Même les plus grands télescopes terrestres ont du mal à détecter des objets aussi éloignés, car la lumière réfléchie par la planète serait trop faible pour être clairement observée dans le spectre visible. Ensuite, la planète 9 aurait une orbite très excentrique et allongée, ce qui signifie qu'elle pourrait passer une grande partie de son temps à des distances encore plus éloignées du Soleil, au-delà de la portée de nos instruments les plus puissants. Comme cette orbite prendrait entre 10 000 et 20 000 ans pour être complétée, la position exacte de la planète est difficile à prédire. Même avec des modèles mathématiques avancés, les astronomes doivent encore balayer d'énormes zones du ciel pour espérer la détecter. Enfin, les observations dans les longueurs d'onde infrarouges et optiques sont limitées par la couverture du ciel et les conditions d'observation. Les télescopes infrarouges, tels que WISE, sont efficaces pour détecter des objets froids et lointains, mais leur résolution et leur capacité de détection à de très grandes distances sont encore perfectibles. Les programmes d'observation au sol, comme Pan-STARRS ou le télescope Subaru, bien qu'extrêmement puissants, sont influencés par les conditions atmosphériques, la pollution lumineuse et la nécessité de prioriser d'autres objets célestes. Ces limitations techniques montrent à quel point il est complexe de repérer un objet aussi éloigné et faiblement lumineux que la planète 9, même avec les outils astronomiques les plus avancés de notre époque. En combinant les observations de Subaru avec d'autres télescopes, les astronomes ont pu dresser une carte des endroits où ils n'ont trouvé aucun signe d'un corps céleste suffisamment massif pour être la fameuse planète hypothétique. Cette collaboration a permis d'éliminer environ 78% des zones probables où la planète 9 pourrait se cacher. Malgré ces progrès, il reste encore une vaste région de l'espace inexploré. L'une des principales difficultés dans la cartographie de ces zones mortes est que les orbites excentriques et allongées de la planète 9 pourraient la placer temporairement à des distances si lointaines que même les télescopes les plus puissants ne peuvent pas la détecter. Aussi, certaines zones du ciel sont difficilement accessibles en raison de la position de la Terre et des conditions atmosphériques. En éliminant progressivement les régions de l'espace où elles ne se trouvent pas, les astronomes peuvent concentrer leurs efforts sur les régions où sa découverte pourrait enfin avoir lieu, resserrant ainsi l'étau autour de cette planète hypothétique. Les théories sur l'existence de la planète 9 reposent sur l'observation de certaines anomalies gravitationnelles dans les trajectoires des objets transneptuniens. Cependant, cette hypothèse n'est pas la seule en jeu. D'autres scénarios alternatifs sont également envisagés pour expliquer ces anomalies sans recourir à l'existence d'une planète massive. Ces théories explorent des concepts comme l'influence d'un anneau d'objets transneptuniens ou d'un disque massif d'objets situés dans les confins du système solaire. La première théorie alternative qui a émergé est l'existence d'un anneau dense d'objets transneptuniens. Les objets transneptuniens sont des corps glacés situés au-delà de Neptune, principalement dans la ceinture de Kuiper. L'idée est que ces objets transneptuniens, en s'agrégeant dans une sorte de super-anneau, pourraient expliquer les perturbations gravitationnelles observées sans qu'il soit nécessaire de postuler une planète massive comme la planète 9.
Dans cette hypothèse, cet anneau serait composé de nombreux petits objets, peut-être des milliards d'objets transneptuniens répartis sur une vaste zone du système solaire externe. Ensemble, la masse cumulative de ces objets serait suffisante pour créer les effets gravitationnels mesurés par les astronomes. Plutôt qu'une seule planète géante, c'est donc la répartition de ces objets transneptuniens qui exercerait une influence gravitationnelle sur les autres corps célestes. Cette théorie repose sur l'idée que dans certaines régions éloignées du système solaire, la densité d'objets transneptuniens pourrait être bien plus élevée que ce que nous avons observé jusqu'à présent. Cette hypothèse présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet de ne pas invoquer une planète massive invisible, dont la détection serait particulièrement difficile en raison de sa grande distance par rapport au Soleil. En plus, un anneau dense d'objets transneptuniens pourrait expliquer les regroupements orbitaux observés autour de certaines régions du système solaire externe, notamment ceux de Sedna et d'autres objets transneptuniens extrêmes. Ces regroupements pourraient résulter de l'interaction gravitationnelle entre les objets eux-mêmes, plutôt que d'une force exercée par une planète encore non découverte. Une autre hypothèse propose l'existence d'un disque massif d'objets transneptuniens situés dans les parties les plus lointaines du système solaire. Ce disque serait composé de débris issus de la formation du système solaire, similaires aux objets de la ceinture de Kuiper, mais beaucoup plus éloignés. Il se distinguerait des autres théories par sa taille et sa densité. Ce disque serait plus massif et plus étendu que le simple anneau proposé par la première hypothèse. Dans cette théorie, le disque massif d'objets transneptuniens exercerait une force gravitationnelle cohérente, mais diffuse, sur l'ensemble du système solaire externe. Au lieu d'une planète unique exerçant une force localisée et concentrée, ce disque produirait un effet gravitationnel global qui perturberait les orbites des objets situés au-delà de Neptune. La force gravitationnelle de ce disque, bien qu'étalée sur une grande surface, pourrait influencer les trajectoires des objets transneptuniens, créant ainsi des anomalies semblables à celles attribuées à la planète 9. L'hypothèse du disque massif a l'avantage d'offrir une explication distribuée de la gravité supplémentaire détectée dans le système solaire externe. Elle élimine la nécessité de rechercher une seule planète massive et invisible, et préfère plutôt l'idée que de nombreux petits objets, agissant de manière collective, produisent les effets observés. Cette hypothèse pourrait également expliquer pourquoi nous n'avons pas encore détecté la planète 9. Il n'y aurait tout simplement pas de planète à détecter, mais plutôt un vaste ensemble d'objets plus petits. Bien que ces théories alternatives présentent des idées intéressantes, elles ne sont pas sans poser des défis. Un des principaux obstacles à l'hypothèse de l'anneau d'objets transneptunien ou du disque massif est la masse totale nécessaire pour expliquer les anomalies gravitationnelles. Les estimations actuelles sur la masse de la ceinture de Kuiper et des objets transneptuniens suggèrent que ces régions contiennent beaucoup moins de matière que ce qui serait nécessaire pour générer les effets observés. En d'autres termes, même si ces régions contiennent un grand nombre d'objets, leur masse combinée pourrait ne pas être suffisante pour créer les perturbations gravitationnelles associées à l'hypothèse de la planète 9. En plus, la répartition des objets dans ces théories pose question.
Pour que ces masses cumulées puissent expliquer les effets observés, les objets transneptuniens devraient être répartis d'une manière très spécifique. Cela supposerait que nous ne voyons qu'une fraction de ces objets et que beaucoup d'entre eux se trouvent dans des régions encore inexplorées du système solaire. Cela reste toutefois spéculatif, car nos observations actuelles de la ceinture de Kuiper et des régions transneptuniennes ne révèlent pas une distribution d'objets suffisamment dense pour soutenir pleinement ces hypothèses. Il est également possible qu'aucune de ces théories ne fournisse à elle seule une explication complète. En effet, une combinaison des deux hypothèses, c'est-à-dire l'existence d'un anneau dense d'objets transneptuniens et d'un disque massif, pourrait fournir une solution plus globale. Dans ce scénario, une partie des perturbations gravitationnelles pourrait être due à l'interaction entre ces objets répartis dans un disque vaste et massif, tandis que d'autres pourraient encore être attribuées à la présence d'une planète éloignée. Les partisans de l'hypothèse de la planète 9 ne rejettent pas nécessairement l'idée d'un disque massif ou d'un anneau d'objets transneptuniens. Au contraire, ils considèrent que ces éléments pourraient coexister avec la planète 9, contribuant ainsi à complexifier les interactions gravitationnelles dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ainsi, 2 modèles de l'évolution de la planète 9 ont été proposés. En 2016, les astrophysiciens Esther Linder et Christophe Mordazzini de l'Université de Berne ont développé un modèle pour étudier l'évolution de la planète 9. Selon leur simulation, cette mystérieuse planète aurait des caractéristiques physiques et thermiques bien distinctes. Tout d'abord, la planète aurait un diamètre environ 3,7 fois supérieur à celui de la Terre. Malgré cette taille imposante, elle serait extrêmement froide, avec une température moyenne d'environ moins 226 degrés Celsius. Bien qu'elle soit relativement peu lumineuse dans le spectre visible, avec une magnitude apparente entre 20 et 22, elle brillerait beaucoup plus intensément dans l'infrarouge, où sa magnitude apparente atteindrait 11. Cela signifie que dans cette longueur d'onde, la planète serait environ 10 000 fois plus brillante, ce qui permettrait de mieux la détecter avec des télescopes sensibles aux infrarouges. En termes de composition, la planète 9 ressemblerait à une petite version de Neptune, avec une structure en couches bien définie. Au centre, on trouverait un cœur principalement composé de fer, où la température atteindrait 3400 degrés Celsius. Autour de ce noyau, un manteau de silicate composé notamment de brigmatite, le minéral le plus abondant sur Terre, formerait une couche solide. Ensuite, un second manteau, cette fois-ci de glace d'eau, se situerait à des températures autour de 1800 degrés Celsius. Enfin, selon le même modèle, la planète serait enveloppée d'un manteau gazeux, composé d'hydrogène et d'hélium, avant de se terminer par une atmosphère également constituée de ces 2 éléments, mais beaucoup plus froide, avec une température de seulement moins 226 degrés Celsius. Ce modèle propose donc que la planète 9 soit une sorte de mini-Neptune, avec une structure en couche et une atmosphère semblable à celle des géantes gazeuses, mais plus petite et plus distante, ce qui explique sa température glaciale et sa luminosité infrarouge. Ces caractéristiques rendent cette planète difficile à observer dans le spectre visible, mais offrent de nouvelles perspectives pour la détecter à travers des instruments capables de capter l'infrarouge. Le deuxième modèle est expliqué par les astrophysiciens Jacob Scholz et James Unwin, qui ont proposé une théorie fascinante et intrigante. Et si la mystérieuse planète 9 n'était pas une planète,
mais un trou noir primordial. Cette hypothèse, bien que surprenante, pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas encore réussi à détecter cet objet dans les confins de notre système solaire. En effet, un trou noir n'émet ni ne reflète de lumière, rendant sa détection extrêmement difficile avec les méthodes traditionnelles d'observation astronomique. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait être un trou noir primordial, une hypothèse sérieusement envisagée par plusieurs scientifiques. Contrairement aux trous noirs classiques qui se forment à la suite de l'effondrement d'étoiles massives, un trou noir primordial serait né peu après le Big Bang. Ce type de trou noir, extrêmement dense et compact, pourrait avoir une taille minuscule par rapport aux standards astronomiques. Dans ce cas précis, il pourrait avoir les dimensions d'une balle de tennis. Pourtant, malgré cette petite taille, il posséderait une masse suffisamment importante pour perturber les orbites des objets transneptuniens, comme cela a été observé. Mais alors, comment détecter un trou noir aussi petit ? Scholz et Unwin suggèrent que la méthode traditionnelle, qui repose sur l'observation de la lumière visible, ne serait pas efficace pour localiser un objet aussi particulier. Toutefois, un trou noir primordial, bien que sombre, pourrait être entouré d'un disque d'accrétion, qui représente une zone où la matière gravite autour du trou noir avant d'y être absorbée. Ce disque pourrait émettre des rayonnements X ou gamma, des signatures énergétiques qui pourraient être détectées par des instruments spécifiques. L'idée qu'un trou noir ait pu être capturé par notre système solaire est audacieuse. Les scientifiques soulignent que le mouvement des objets transneptuniens, ces corps célestes situés au-delà de Neptune, pourrait être influencé par un objet massif, mais invisible, comme un trou noir primordial. Cette hypothèse offre une explication plausible aux anomalies gravitationnelles qui ont conduit à la recherche de la planète 9. En 2024, une nouvelle étude a proposé une approche différente pour explorer l'existence de la mystérieuse planète 9. Au lieu de se concentrer sur les objets transneptuniens ayant des orbites très elliptiques, qui sont difficiles à observer car ils restent loin de Neptune, les chercheurs ont étudié ceux qui croisent l'orbite de Neptune, appelés objets poséidocroiseurs. Ces objets sont plus faciles à observer et à modéliser. L'idée derrière cette étude est de comparer le nombre de ces objets dans deux scénarios. Un où la planète 9 existe et un où elle n'existe pas. En analysant les résultats, les chercheurs ont découvert qu'il y avait trop peu d'objets poséidocroiseurs observés pour que cela s'explique sans la présence d'une planète massive, comme la planète 9. Cela renforce donc l'hypothèse de l'existence de cette planète dans notre système solaire. Bien que l'hypothèse de la planète 9 ait gagné en popularité ces dernières années, tous les astronomes et physiciens ne sont pas convaincus de son existence. Plusieurs d'entre eux remettent en question cette idée, avançant des arguments qui soulignent les incertitudes et les limites de cette théorie. L'hypothèse de la planète 9 repose principalement sur l'explication des anomalies orbitales observées dans les confins du système solaire, notamment dans les trajectoires des objets transneptuniens. Cependant, certains astronomes et physiciens suggèrent que ces anomalies pourraient être le résultat de phénomènes gravitationnels encore non compris, plutôt que la présence d'une planète massive invisible. Cette approche ouvre la porte à des alternatives fascinantes qui pourraient remettre en question notre compréhension actuelle du système solaire.
Une possibilité intrigante est que les anomalies orbitales des objets transneptuniens soient influencées par des forces gravitationnelles extérieures au système solaire. Notre Soleil n'est pas isolé dans l'espace. Il fait partie d'un groupe d'étoiles et des interactions gravitationnelles avec ces étoiles voisines pourraient influencer les objets transneptuniens. Les étoiles passent parfois relativement près du système solaire, et même si ces rencontres sont rares, elles peuvent avoir un impact sur les objets situés aux confins du système solaire. Ces passages pourraient provoquer des perturbations dans les orbites de certains objets transneptuniens, créant ainsi les anomalies observées sans qu'une planète massive soit nécessaire pour expliquer ces phénomènes. D'autres théories, plus radicales, envisagent une modification des lois de la gravité elle-même. Par exemple, certaines variantes de la théorie MOND ou Modified Newtonian Dynamics proposent que les lois de la gravitation que nous connaissons ne s'appliquent pas de la même manière dans les zones de très faible force gravitationnelle, comme aux confins du système solaire. Cela pourrait expliquer pourquoi les orbites des objets transneptuniens ne correspondent pas exactement aux prédictions de la physique traditionnelle, sans qu'il soit nécessaire de postuler l'existence d'une planète inconnue. Certains astronomes avancent que les regroupements observés dans les orbites des objets transneptuniens pourraient être dus à un biais d'observation. En effet, les objets transneptuniens sont extrêmement difficiles à détecter et les observations actuelles ne couvrent qu'une petite portion du ciel. Cela signifie que les regroupements observés pourraient ne pas être représentatifs de la distribution réelle des objets dans le système solaire externe. En d'autres termes, les regroupements apparents pourrait simplement être le résultat de la façon dont les astronomes pointent leurs télescopes, plutôt que d'une influence gravitationnelle réelle exercée par une planète inconnue. La découverte d'une nouvelle planète, comme l'a supposé Planète 9, aurait un impact majeur sur notre compréhension du système solaire et sur la manière dont nous le modélisons. Actuellement, le modèle classique du système solaire repose sur l'idée de 8 planètes principales, organisées de manière relativement simple autour du Soleil, avec une division claire entre les planètes rocheuses internes et les géantes gazeuses externes. Si une nouvelle planète était confirmée, cela remettrait en question plusieurs aspects fondamentaux de notre vision du système solaire. La planète 9 serait située bien au-delà de Neptune, à une distance beaucoup plus grande que celle des autres planètes connues. Son orbite très éloignée et excentrique repousserait considérablement les frontières du système solaire, modifiant notre perception de la taille et de l'étendue de celui-ci. Alors que Neptune, l'actuelle dernière planète, se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, la planète 9 pourrait orbiter à plus de 100 milliards de kilomètres. Cela redéfinirait la limite du système solaire et élargirait notre compréhension de sa structure externe. Une telle découverte obligerait à revoir la classification des objets transneptuniens et des objets situés dans la ceinture de Kuiper, car la gravité de cette nouvelle planète pourrait expliquer certaines anomalies orbitales observées dans cette région. La découverte d'une planète si lointaine nous emmènerait également à réévaluer le rôle des planètes géantes dans la formation et la dynamique du système solaire externe. L'une des principales implications de la découverte de la planète 9 serait la révision des théories actuelles sur la formation des planètes.
La présence d'une planète massive aussi éloignée du Soleil pourrait indiquer que les processus de formation planétaire sont plus complexes que nous le pensions. Traditionnellement, les planètes géantes se forment plus près de l'étoile centrale avant de migrer vers l'extérieur. Mais la planète 9 aurait potentiellement été éjectée à une distance extrême à cause d'une interaction avec Jupiter ou Saturne. Cette découverte remettrait en question les modèles de migration planétaire et pourrait impliquer que d'autres systèmes stellaires pourraient également héberger des planètes lointaines encore non découvertes. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles hypothèses sur la formation des systèmes planétaires dans l'univers et sur la fréquence de ce type de planètes isolées. Une découverte aussi importante aurait également un impact significatif sur la recherche astronomique. Les scientifiques se concentreraient davantage sur l'exploration des régions lointaines du système solaire, qui ont jusqu'ici été négligées en raison de leur distance et de la difficulté à les observer. Cela pourrait conduire à la création de nouvelles technologies pour mieux observer ces régions éloignées et à l'organisation de missions spatiales ambitieuses, comme l'envoi de sondes pour étudier cette nouvelle planète. En 2020, une nouvelle théorie a été proposée par des chercheurs de l'Université de Harvard, suggérant non seulement que la fameuse planète 9 pourrait exister, mais qu'elle aurait peut-être été influencée par un compagnon stellaire que notre Soleil aurait eu autrefois. Des scientifiques ont émis l'hypothèse que le Soleil faisait autrefois partie d'un système binaire, c'est-à-dire qu'il aurait eu une jumelle dans son amas d'origine. Ce compagnon perdu depuis longtemps pourrait expliquer la formation du nuage d'Oort, une immense région hypothétique composée de débris glacés qui entourent notre système solaire. Ce nuage est souvent vu comme l'origine des comètes à longue période. Le nuage d'Oort se trouverait à des distances incroyablement éloignées du Soleil, allant de 2000 à 100 000 unités astronomiques, alors que l'orbite de Pluton, par exemple, se situe entre 30 et 50 unités astronomiques. Selon cette théorie, le compagnon stellaire du Soleil aurait aidé à capturer certains de ces débris pour former ce nuage géant. Les scientifiques ont expliqué que les systèmes binaires, comme celui proposé pour notre Soleil, sont bien plus efficaces pour capturer des objets spatiaux que les étoiles seules. En effet, selon cette hypothèse, ce compagnon disparu aurait permis la capture de nombreux objets distants et pourrait également expliquer la formation de la planète 9. Cette théorie viendrait améliorer les modèles existants qui peinent à expliquer certaines caractéristiques du nuage d'Oort et des objets transneptuniens comme la planète 9. Si le Soleil avait bien eu un compagnon stellaire, cela augmenterait considérablement les chances d'avoir capturé un objet de la taille de la planète 9. Les scientifiques estiment que les chances de capture auraient été multipliées par 20 si 2 étoiles avaient été présentes. Plus tard, une étoile proche aurait perturbé ce système, laissant notre Soleil seul. Actuellement, les chercheurs Brown et Batingen utilisent le télescope japonais Subaru, situé à Hawaï, qui a de meilleures chances de la repérer que d'autres télescopes, comme Pan-STARRS. Si cette recherche échoue, ils se tourneront vers le futur observatoire Vera C. Rubin, en construction au Chili. Ce télescope terrestre, doté de la plus grande caméra numérique du monde, permettra d'explorer le système solaire plus en profondeur que jamais, un peu comme le télescope spatial James Webb l'a fait pour l'univers observable.
L'ouverture de l'observatoire est prévue pour la fin de 2025. Avec ce télescope de pointe, il est possible que la planète 9 soit découverte dans les 2 ans qui suivront, selon Brown, bien qu'il admette avoir fait cette prédiction chaque année depuis 2016. D'autres astronomes partagent cet optimisme, estimant que la découverte pourrait se faire dans l'année qui suivra la mise en service de l'observatoire Rubin. Mais si le télescope ne parvient pas à localiser la planète dans les premières années, les scientifiques expliquent que l'hypothèse de la planète 9 sera pratiquement abandonnée. Ce voyage dans l'exploration des profondeurs de l'espace à la recherche de la planète 9, qu'il conduise ou non à une découverte, souligne la puissance de la curiosité humaine et notre quête insatiable de connaissances. Continuons notre exploration de l'univers observable. Après le nuage d'Oort, et donc en dehors de notre système solaire, tu peux observer le système d'étoiles Alpha Centauri, situé à 4,37 années-lumière de la Terre. Alpha Centauri, ou Alpha du Centaure, est le système stellaire et planétaire le plus proche du système solaire. Ou plus précisément, c'est le système stellaire le plus proche de notre système solaire actuellement, car tout est en mouvement dans l'univers. Cependant, ce système devrait garder son statut assez longtemps, car il faut tout de même à notre Soleil 230 millions d'années pour faire le tour de la Voie lactée. Le système Alpha Centauri est composé de 3 étoiles, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C, la plus connue, aussi appelée Proxima Centauri. Les étoiles A et B forment une étoile double, et Proxima Centauri est une naine rouge, moins lumineuse. Cette dernière aurait été capturée par le système stellaire double, ce qui fait qu'elle est maintenant liée gravitationnellement à ces 2 étoiles. Elle a d'ailleurs été découverte assez tardivement, en 1915 seulement. Mais alors, pourquoi est-ce l'étoile la plus connue de ce système? Tout simplement parce que c'est l'étoile la plus proche du Soleil parmi les 3, ce qui en fait l'étoile la plus proche de notre système solaire. Ou tout du moins, c'est l'étoile la plus proche de nous, depuis environ 32 000 ans, et elle le sera encore pour environ 33 000 ans. Pas étonnant alors que les astronomes se soient penchés sur les possibilités que les planètes de ce système abritent une forme de vie extraterrestre. Proxima Centauri B est celle qui intéresse le plus les astronomes, car elle est située dans la zone habitable de l'étoile Proxima Centauri, autour de laquelle elle gravite. Mais ce n'est pas tout. Cette planète située à quand même 40 000 milliards de kilomètres partage de nombreuses caractéristiques en commun avec notre Terre. C'est une planète rocheuse et sa masse est similaire à celle de la Terre. Tous ces paramètres rendent la présence d'eau à l'état liquide possible sur cette exoplanète. Cependant, il y a des obstacles à la vie sur cette planète, notamment la proximité de son étoile, qui est une naine rouge active. La planète reçoit donc 400 fois plus de rayons X que nous recevons sur Terre. Non seulement cela devrait avoir fortement érodé l'atmosphère de la planète, s'il y en a une, mais en plus, cela rend difficile le développement de la vie telle que nous la connaissons. Il y a autre chose. Même si nous n'avons pas pu le vérifier de nos propres yeux, il est fort probable que la planète et son étoile soient verrouillées gravitationnellement. Ce qui signifie que Proxima Centauri B présente toujours la même face à son étoile. Il y aurait donc sur cette planète un hémisphère où il fait en permanence nuit et froid, et un autre où il fait bien trop chaud pour permettre l'existence de l'eau
à l'état liquide, et donc le développement de la vie. Les astronomes ne perdent cependant pas espoir. Il se peut que des régions habitables existent le long du terminateur, c'est-à-dire la ligne fictive qui sépare ces deux hémisphères extrêmes. Dans cette zone, les températures seraient tempérées. Et si la planète dispose d'une atmosphère suffisamment épaisse, elle pourrait même opérer des transferts thermiques d'une face à l'autre de la planète, ce qui augmenterait considérablement la taille des zones potentiellement habitables. Revenons à la carte de l'univers observable dessinée par Pablo Carlos Budassi. Après le système Alpha du Centaure, tu peux voir à environ 6000 années-lumière de nous le bras de Persée de la Voie lactée, notre galaxie. Le bras spiral de Persée est l'un des 4 principaux bras spiraux de la Voie lactée. En effet, notre galaxie est une galaxie spirale barrée avec 4 bras majeurs et au moins 2 bras mineurs. Situé entre le bras du Cygne et le bras du Sagittaire, on le nomme ainsi du fait de sa proximité avec la constellation de Persée. Même si les observations tendent à qualifier la Voie lactée de galaxie spirale, comme par exemple la galaxie M81, nous ne savons pas vraiment quelle est la forme exacte de notre galaxie parce que nous ne la voyons que de l'intérieur. Les astrophysiciens utilisent diverses méthodes pour faire des modélisations 3D de notre galaxie en déterminant les positions relatives des objets qui y sont présents. Pour cela, l'une des méthodes consiste à mesurer la position dans le ciel des étoiles et des nuages interstellaires, ainsi que leur vitesse par rapport à nous. Ainsi, on peut en déduire leur distance. Cependant, la modélisation 3D à partir de cette méthode est approximative, car il faut supposer que ces objets célestes tournent régulièrement autour du centre de la Voie lactée, et qu'il n'y a pas de mouvements aléatoires et d'interférences de matière. Une autre méthode consiste à mesurer les distances des étoiles, en utilisant la parallaxe entre 2 observations successives, pour 2 positions opposées de la Terre par rapport au Soleil. C'est grâce au satellite européen Gaïa, consacré à l'astronomie, que les scientifiques ont pu mettre en œuvre cette méthode. Les résultats obtenus ont été confrontés aux données spectrométriques sur la présence de poussière interstellaire, afin de prendre en compte la quantité de matière interstellaire entre nous et chaque étoile. Avec cette méthode, les astrophysiciens ont pu modéliser le bras de Persée et se sont rendus compte qu'en réalité, il apparaît beaucoup plus dispersé qu'on ne le pensait. Il se pourrait donc que la Voie lactée ne soit pas une galaxie spirale de grand style, comme Messier 81, mais plutôt une galaxie avec des bras spiraux courts et fragmentés, comme Messier 83. Quoi qu'il en soit, la Voie lactée se trouve au cœur de l'univers observable, dans ce que l'on appelle le groupe local. Le groupe local est un groupe de plus de 60 galaxies avec un diamètre de 10 millions d'années-lumière. Les 2 galaxies les plus massives du groupe local sont la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, ou M31. Toutes 2 des galaxies spirales, elles sont séparées d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Et pourtant, il est très probable qu'un jour, elles entrent en collision. En effet, elles se rapprochent l'une de l'autre à plus de 400 000 km/h. Mais cette collision devrait avoir lieu dans 4,5 milliards d'années. Pour commencer, les êtres humains ne seront certainement plus sur Terre, car notre Soleil aura entamé sa transformation en géante rouge. La vie sur Terre prendra fin dans 2,8 milliards d'années. Mais cette collision ne présenterait aucun danger pour notre système solaire,
car les distances entre les étoiles sont si grandes que la probabilité que deux systèmes stellaires se rencontrent reste très faible. En fait, tout ce que pourrait provoquer cette collision entre deux galaxies, c'est la destruction de quelques étoiles, la naissance d'autres étoiles et la création d'une nouvelle méga-galaxie avec un trou noir supermassif, composé des deux trous noirs de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède. Tu l'auras compris, la galaxie d'Andromède est l'une des plus importantes voisines de notre galaxie. C'est pourquoi elle est représentée sur l'image de Pablo Carlos Budassi. Tu en entendras peut-être aussi parler sous les noms de M31 ou NGC 224. Plus grande que la Voie lactée, elle a un diamètre de 220 000 années-lumière et elle est située à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, dans la constellation d'Andromède. Confondue avec une nébuleuse jusque dans les années 1920, cette galaxie est magnifique et surtout très lumineuse. Elle contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles, soit 2 à 5 fois plus que notre galaxie, pour une luminosité totale qui équivaut à 26 milliards de fois celle du Soleil. Elle est donc 25% plus lumineuse que la Voie lactée. Mais cela ne va peut-être pas durer, car le taux de formation stellaire de notre galaxie est 3 à 5 fois plus élevé que celle de la galaxie d'Andromède. En plus de cela, notre galaxie contient 2 fois plus de supernovas. Donc il est possible qu'un jour, dans un futur lointain, sa luminosité surpasse celle de sa rivale, la galaxie d'Andromède. Découverte dès l'an 964, observée en 1612 et photographiée pour la première fois en 1887, la galaxie d'Andromède est connue depuis longtemps. Et pour cause, c'est l'une des rares galaxies que tu peux observer depuis la Terre à l'œil nu. Plus précisément, depuis l'hémisphère nord. Et oui, cette galaxie a un diamètre apparent de 6 fois le diamètre apparent de la Lune depuis la Terre. Cette galaxie se serait formée relativement récemment, c'est-à-dire il y a moins de 3 milliards d'années, alors que la Terre existait déjà. Sa formation est expliquée par les astronomes par la collision de deux galaxies. Elle possède de nombreuses galaxies dites satellites, notamment la galaxie du Triangle ou M33, la troisième galaxie la plus grande du groupe local, après M31 et la Voie lactée. La galaxie du Triangle est aussi une galaxie spirale et elle se trouve à 750 000 années-lumière de la galaxie d'Andromède. On peut aussi l'observer à l'œil nu depuis la Terre, mais seulement depuis l'hémisphère sud, lorsque les bonnes conditions sont réunies. Mis à part la galaxie du Triangle, les autres satellites de M31 sont par exemple probablement la galaxie naine irrégulière des Poissons, la galaxie naine sphéroïdale NGC 185, la galaxie naine irrégulière IC10 ou encore la galaxie naine sphéroïdale Andromède 2. Il y en a encore d'autres, mais nous ne pourrons pas toutes les explorer. En 2016, le nombre de galaxies contenues dans l'univers observable a été revu à la hausse. Il en contiendrait en fait 2000 milliards, soit 20 fois plus que ce que l'on pensait auparavant. Cette découverte, publiée dans The Astrophysical Journal, a été faite par une équipe de chercheurs internationale, menée par Christopher Consellies, de l'Université de Nottingham. Les chercheurs ont converti des images de champs profonds de Hubble en images 3D, en comptant les galaxies existantes par tranche d'espace-temps, jusqu'à remonter à 13 milliards d'années dans le passé. À chaque période, ils ont évalué la densité de galaxies, même si plus on s'éloigne dans le passé, plus la tâche est compliquée. En effet, plus les galaxies sont lointaines, moins elles sont visibles ou plus elles sont décalées vers le rouge.
Ils ont donc utilisé des modèles mathématiques permettant de déduire le nombre de galaxies en fonction de l'époque. Leur conclusion ? La densité de galaxies évolue inversement à l'âge de l'univers. Leur étude a permis de montrer que les galaxies ne sont pas uniformément réparties dans le temps. Lorsque l'univers était encore jeune, c'est-à-dire âgé de quelques milliards d'années seulement, le nombre de galaxies présentes dans un volume d'espace donné était 10 fois plus grand que dans l'univers proche. Mais la plupart de ces galaxies étant des galaxies naines comme on en trouve dans la Voie lactée, 90% ne sont pas détectables avec les télescopes actuels. Cette étude pose de nombreuses questions, notamment sur la manière dont l'univers a évolué pour réduire à ce point le nombre de galaxies. Peut-être avec des fusions galactiques. Ce qui intéresse aussi les scientifiques, c'est la manière dont sont organisées ces galaxies dans l'univers observable. Les chercheurs ont remarqué une tendance des galaxies à se regrouper en groupes, en amas ou même en superamas. Les superamas sont des groupes d'amas de galaxies. Voici quelques exemples pour que tu puisses y voir plus clair. Le groupe local est un groupe de galaxies qui regroupe plus de 60 galaxies comme la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. L'amas de la Vierge est un amas de galaxies qui contient entre 1300 et 2000 galaxies, dont 90% sont des galaxies naines. Les amas de galaxies sont plus massifs que les groupes de galaxies et contiennent plus de gaz chaud. Le superamas de la Vierge, qui contient en son centre l'amas de la Vierge, est un superamas de galaxies. Les superamas sont des ensembles pouvant aller jusqu'à des centaines de millions d'années-lumière de diamètre et contenant plusieurs dizaines de groupes et d'amas de galaxies. Ils sont intéressants pour les scientifiques car c'est à l'échelle des superamas que l'on peut se rendre compte de l'expansion de l'univers. En effet, c'est à cette échelle que se font sentir le décalage vers le rouge, ou, si les objets se rapprochent de nous, le décalage vers le bleu. À l'inverse, les groupes ou amas de galaxies sont liés par la gravité avec une force gravitationnelle assez puissante pour résister à l'expansion de l'univers. Le superamas de la Vierge est particulièrement connu car c'est là que se trouve notre groupe local. C'est pourquoi on l'appelle aussi superamas local. Il est situé à environ 65 millions d'années-lumière de nous et a été découvert progressivement à partir de 1863. De nombreuses nébuleuses avaient été observées dans cette zone. Il a été établi que ce superamas était bien une structure et non un simple regroupement de nébuleuses dans les années 70-80. Contrairement à la galaxie d'Andromède, le superamas de la Vierge n'est pas très lumineux. En fait, il est très peu lumineux par rapport au nombre d'étoiles qu'il contient, ce qui a amené les scientifiques à conclure qu'il est en grande partie composé de matière noire. Il y a bien d'autres superamas dans l'univers observable. Le superamas le plus proche du superamas local est le superamas de l'Hydre Centaure, qui regroupe en fait deux superamas, le superamas du Centaure et le superamas de l'Hydre. Ce superamas est lui aussi plutôt connu du grand public, car il contient le fameux Grand Attracteur, cette mystérieuse zone vers laquelle converge le groupe local et le superamas de la Vierge, à une vitesse d'environ 625 km par seconde. Cette zone est en fait située près de l'amas de la Règle, le troisième sous-ensemble du superamas de l'Hydre Centaure. Elle exerce une force gravitationnelle tellement puissante que toute la matière dans un rayon d'environ 165 millions d'années-lumière s'y déverse. Les superamas de l'Hydre et du Centaure sont souvent étudiés ensemble, bien qu'ils soient bien deux superamas distincts, séparés de 150 à 200 millions d'années-lumière. Le superamas du Centaure n'est pas facilement observable depuis la Terre, car la région du ciel dans laquelle il se trouve
est traversé par la Voie lactée. C'est pour cela que les photographies de ce superamas ne sont pas très précises et obscurcies par de nombreuses étoiles en premier plan. Mais le superamas du Centaure est quand même intéressant, car il contient 4 amas riches en galaxies et des centaines de plus petits groupes de galaxies. Quant au superamas de l'Hydre, il ne contient qu'un seul amas riche de galaxies, car il ne s'étend que sur 100 millions d'années-lumière environ. Cet amas est l'amas de l'Hydre, et il reste l'un des 3 plus grands amas de galaxies, à moins de 200 millions d'années-lumière de nous. Parmi les superamas connus, il y a aussi le superamas de Chapley, situé à 650 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure. Cet ensemble est gigantesque. Voici un peu de mise en contexte pour que tu te rendes compte de l'immensité de ce superamas. Notre petite planète est située dans la Voie lactée, qui est elle-même située dans le groupe local. Notre groupe de galaxies se trouve dans le superamas de la Vierge, qui est, avec le superamas de l'Hydre Centaure et le superamas du Pan indien, l'un des 3 superamas d'un ensemble plus vaste, appelé l'Aniakea. Et au-delà de l'Aniakea, il y a le superamas de Chapley, un superamas encore plus grand par lequel est attiré l'Aniakea. Le superamas de Chapley est situé dans la constellation du Centaure, à 650 millions d'années-lumière de nous, derrière le superamas du Centaure. Il contient 25 amas de galaxies qui sont très rapprochés, puisqu'ils sont condensés dans une zone de la taille du superamas de la Vierge, qui, lui, ne contient qu'un seul grand amas de galaxies. En 1936, l'astrophysicien américain Arlo Chapley avait estimé à 76 000 le nombre de galaxies concentrées dans cette région. C'est cette découverte qui a mené plus tard à la découverte du superamas de Chapley. C'est donc tout naturellement que les astronomes ont donné le nom de cet astrophysicien au superamas. Continuons notre exploration des superamas de l'univers observable. À proximité de l'Aniakea et du superamas de Chapley se trouve aussi le superamas d'Hercule, le superamas de la chevelure de Bérénice et le superamas de Persée-Poisson. Le superamas de Persée-Poisson est un superamas important qui se reconnaît par sa forme insolite. En effet, comme tu peux le voir, il forme un long mur dense de galaxies qui s'étend sur presque 300 millions d'années-lumière de long. Il contient notamment l'amas de Persée, l'un des amas de galaxies les plus massifs, à moins de 500 millions d'années-lumière de nous, et le deuxième amas le plus proche, après l'amas de la Règle, qui contient des milliers de galaxies. Mais contrairement à l'amas de la Règle, caché par le plan de la Voie lactée, il est facile à observer. Le superamas d'Hercule se trouve dans la constellation d'Hercule, d'où son nom. Il est constitué de 2 superamas de galaxies reliés entre eux, dont le plus connu est dominé par 2 amas riches en galaxies, A2197 et A2199. Ce n'est cependant pas le plus grand des 2 superamas. Le deuxième superamas contient en effet plusieurs amas riches et des centaines de petits groupes de galaxies. Il est dominé par 3 amas de galaxies, A2147, A2151 et A2152. Le superamas de la chevelure de Bérénice, aussi appelé superamas de Coma, est le superamas le plus proche de la Terre, à 300 millions d'années-lumière. On trouve 2 amas particulièrement connus dans ce superamas, l'amas de la chevelure de Bérénice, ou amas de Coma, et l'amas du Lion. En plus d'être intéressants pour comprendre l'expansion de l'univers, les superamas permettent aux scientifiques de mieux comprendre l'organisation de la matière dans l'univers observable.
Les chercheurs ont ainsi découvert que les superamas ne sont pas répartis de manière homogène. Au contraire, on observe d'énormes vides entre certains superamas, c'est-à-dire des espaces sans amas de galaxies sur plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Plus de 90% de l'univers serait ainsi constitué de vide. Cela t'étonne? En fait, c'est plutôt logique. Lorsque tu regardes le ciel, tu ne vas pas pointer ton télescope vers des zones de vide, mais vers les zones où tu peux voir de multiples points lumineux. De même, les chercheurs, quelle que soit leur motivation, pour trouver une planète habitable, comprendre la formation des étoiles ou l'organisation de l'univers, vont plutôt observer les régions du ciel où l'on peut voir des planètes, des étoiles et des galaxies. Résultat, les images que tu peux voir, comme les photographies du télescope James Webb, ne sont pas représentatives de l'univers dans son ensemble. Certains vides sont particulièrement connus, car ils sont très étudiés par les chercheurs, notamment le vide du Bouvier, qui est voisin du superamas de Shapley, et dont l'une des bordures est délimitée par le superamas d'Hercule. Le vide du Bouvier est appelé ainsi car les quelques galaxies qu'il comporte sont voisines de la constellation du Bouvier. Et oui, on dit qu'il s'agit d'un vide, car il contient très peu de galaxies. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a vraiment rien dans cette région. En fait, les vides dans l'univers sont des régions où l'on trouve sensiblement moins de matière que la moyenne. Aussi appelé le grand vide, le vide du Bouvier a une forme de sphère de près de 330 millions d'années-lumière de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands vides connus de l'univers observable. Il est d'ailleurs qualifié de supervide. Il a finalement été découvert plutôt par hasard. C'est une équipe menée par l'Américain Robert Kirshner, professeur à Harvard, qui a découvert ce vide en 1981, à l'occasion d'un relevé des décalages vers le rouge des galaxies. Des astronomes ont par la suite découvert quelques galaxies dans cette région apparemment vide, mais pas beaucoup. En 1997, on estimait à 60 le nombre de galaxies dans le vide du Bouvier. Ces galaxies sont isolées et éloignées les unes des autres, de sorte qu'elles sont réparties dans un volume près de 2,5 fois plus grand que celui du superamas de la Vierge, qui contient plus de 10 000 galaxies. En fait, ces galaxies sont tellement isolées au sein du vide du Bouvier que si la Voie lactée se trouvait au centre de ce vide, nous n'aurions pas su qu'il existait d'autres galaxies avant le milieu du siècle dernier. Comment expliquer cette zone relativement vide? L'une des théories qui a été avancée est que le vide se serait formé à partir d'autres vides, à la manière dont plusieurs bulles de savon peuvent s'agglomérer pour en former une plus grande. Ce phénomène par lequel plusieurs substances identiques mais dispersées ont tendance à se réunir est appelé coalescence. Mais alors, comment se sont formés les premiers vides, ceux qui se sont réunis pour former les supervides comme le vide du Bouvier? Ces vides ont certainement été de très petites irrégularités au début de l'univers, qui se sont agrandis considérablement avec l'expansion de l'univers. Le vide du Bouvier n'est qu'une des nombreuses régions de vide que l'on trouve dans l'univers observable. Des milliers de zones de vide ont été cataloguées par les chercheurs, avec des diamètres variés, allant de 30 à 300 millions d'années-lumière. Très proche de notre groupe local, on trouve également le vide local, dont la taille est estimée à environ 200 millions d'années-lumière. Pas très loin, tu peux voir aussi le supervide local boréal, qui est dépourvu de tout amas galactique sur près de 340 millions d'années-lumière de diamètre. Et si l'on extrapole la définition du vide cosmique, nous nous trouvons actuellement dans le plus grand vide connu de l'univers observable, le vide KBC.
Il est 7 fois plus grand que la moyenne et s'étend sur près de 2 milliards d'années-lumière. Il englobe notre galaxie et des milliers d'autres autour de nous. C'est l'une des régions les moins denses de l'espace. Cela signifie que si nous habitions sur une autre planète, en dehors de ce vide qu'abaissé, nous aurions certainement un ciel nocturne plus étoilé et moins sombre que celui de la Terre. L'étude des vides intéresse de plus en plus les chercheurs, qui y voient là l'occasion de mieux comprendre l'organisation de l'univers observable. En effet, les contours de ces zones de vide sont dessinés par les filaments de galaxies formés par les superamas. Ou plutôt, comme le pensent les chercheurs, ce sont les vides qui ont poussé les galaxies à se regrouper en grappes ou en filaments pour former des amas et des superamas. À mesure que l'univers vieillit, l'espace à l'intérieur des vides gagne en volume et la matière qui l'entoure se déplace et se tasse. Continuons notre voyage dans l'univers observable. Tu as devant toi la plus grande structure connue à ce jour de l'univers observable, le grand mur d'Hercule et de la couronne boréale, nommé d'après les constellations dans lesquelles il se situe. Situé à 10 milliards d'années-lumière de nous, le Grand Mur est une immense structure de 10 milliards sur 7,2 milliards d'années-lumière. C'est le plus grand filament galactique connu à ce jour. Il contient plusieurs milliers de galaxies, réparties en amas et en superamas, notamment le superamas de la chevelure de Bérénice. Découvert en 2013, il a battu le record détenu depuis 2003 par le Grand Mur de Sloan, qui, avec ses dimensions de 1,3 milliard d'années-lumière, était considéré comme la plus grande structure de l'univers observable. Le Grand Mur de Sloan est plus proche de nous, à 1 milliard d'années-lumière seulement. D'autres immenses structures ont été mises en évidence dans l'univers observable, notamment le Grand Mur de Bos, découvert en 2016, un réseau de 4 superamas de galaxies qui contient au moins 830 galaxies. Avec une masse de 10 000 fois celle de la Voie lactée, cette superstructure a de quoi impressionner. Nous arrivons bientôt aux confins de l'univers observable. À 13,5 milliards d'années-lumière de nous se trouve la galaxie HD1, la galaxie la plus distante jamais observée. La découverte de cette galaxie a été annoncée le 7 avril 2022 dans un communiqué du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur cette galaxie lointaine, si ce n'est qu'elle est activement en train de former de nouvelles étoiles, peut-être plus de 100 étoiles par an. Parce que cela serait plutôt inhabituel pour une galaxie de ce type, les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir des étoiles de population 3. Ce type d'étoile reste pour le moment hypothétique, car aucune étoile de population 3 n'a été directement observée jusqu'alors. Ce sont les étoiles qui ont été formées au commencement de l'univers. Il se pourrait que cette galaxie renferme un trou noir supermassif, de 100 millions de fois la masse du Soleil. Cette hypothèse pourrait expliquer l'éclat inhabituel de HD1. Si c'est le cas, ce serait une découverte historique, car il s'agirait du premier trou noir connu, aussitôt après le Big Bang. Pour étudier HD1, les chercheurs ont utilisé plus de 1200 heures d'observation de différents observatoires, à Hawaï et au Chili, mais aussi du télescope spatial Spitzer qui ne fonctionne maintenant plus. HD1, qui se serait formé 300 millions d'années seulement après le Big Bang, a battu le record de la galaxie la plus ancienne et la plus lointaine, auparavant détenue par la galaxie GN-Z11, située à 13,4 milliards d'années-lumière, dans la constellation de la Grande Ourse.
Toutes les structures que nous avons observées au cours de ce voyage forment ce que l'on appelle la toile cosmique. Un terme qui décrit bien les filaments interconnectés de galaxies, qui se tissent et s'organisent comme une gigantesque toile d'araignée autour des vides de l'univers et délimitent des espaces riches en matière. Cette impressionnante représentation en 3D de la toile cosmique a pu être captée grâce à Roland Bacon, chercheur au Centre de recherche astrophysique de Lyon et au CNRS, et à son équipe. Elle est le résultat de 140 heures d'observation d'une région du ciel avec le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili, couplé à l'instrument Muse. Sur cette image, tu peux voir plusieurs filaments de la toile cosmique, tels qu'ils étaient 1 à 2 milliards d'années seulement après le Big Bang. Revenons à l'image de Pablo Carlos Budassi. Autour de la toile cosmique, sur les bords de la sphère, tu peux voir le fond diffus cosmologique, qui est en fait le reste des premiers rayonnements de l'univers, environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la lumière, jusqu'alors prisonnière de la matière, s'est échappée. Pourquoi ce nom de fond diffus cosmologique? Diffus parce qu'il ne provient pas d'une source localisée. Cosmologique parce qu'il serait présent dans tout l'univers observable. On l'appelle aussi rayonnement fossile, car il est présent depuis les premiers instants de l'univers. Quoi qu'il en soit, il avait été prévu dès 1948 et fut découvert peu après, en 1964, un peu par hasard. Sa découverte a validé le modèle cosmologique basé sur l'idée du Big Bang. La dernière couche de cette sphère réalisée par Pablo Carlos Budassi est un anneau de plasma quark-gluon. Cet anneau se trouve à la frontière de l'univers observable. Au-delà, c'est l'inconnu. Ce plasma invisible correspond à l'horizon cosmologique. Mais qu'est-ce que ce plasma de quarks et de gluons? C'est un état de la matière qui existe à des températures ou à des densités extrêmement élevées. Ce n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. C'est comme une soupe de quarks et de gluons. Lorsque l'univers était chaud, le noyau des atomes se serait vaporisé, ce qui a donné un gaz de hadron. Autrement dit, pas un gaz de molécules ou d'atomes, mais un gaz avec des protons, des neutrons et d'autres particules de quarks et antiquarks. Ce plasma était certainement présent durant les 20 à 30 premières microsecondes après le Big Bang. Et il se pourrait aussi qu'on en retrouve au sein de certaines étoiles très denses. Mais impossible de l'étudier directement. Pour cela, les chercheurs le recréent en laboratoire, dans des accélérateurs de particules. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce voyage à travers l'univers observable. Alors oui, l'univers est probablement infini. Mais l'univers observable, lui, peut être étudié jusqu'à ses confins. Et peut-être qu'un jour, grâce à l'étude de notre univers, nous arriverons enfin à percer tous les mystères de son origine.